Salut, c'est Simon. Et aujourd'hui, malgré le chien voisin qui va probablement scraper la bande-son de ma capsule, je vais faire un retour sur les 3 dernières capsules, c'est-à-dire sur Annie Ernaux, Catherine Voyer-Léger et Linda Dion. Pourquoi faire ce rapprochement entre Catherine Voyer-Léger et Linda Dion? Mais je pense que vous l'avez peut-être vu en écoutant mes 2 dernières capsules. Il y a ici, de manière complètement différente, la présence du corps féminin non normé, non parfait dans la littérature. Le corps investit la littérature pleinement. Et là, je pense qu'il est important de regarder ces 2 livres-là ensemble. En plus, bon, il y a d'autres coïncidences entre les 2 autrices. Toutes 2 ont commencé à peu près en même temps à publier à la même maison d'édition, se connaissent vraisemblablement, mais ont des styles complètement différents. Jusqu'à présent, Catherine Voyer-Léger avait publié des essais. Ici, on a des micro-récits à tendance un petit peu essayistique, mais surtout poétique. D'habitude, Linda Dion écrit des romans, et ici, on a un récit personnel, autobiographique, avec des passages poétiques aussi. Donc, première ressemblance entre les 2 livres, la présence du corps. Et deuxième ressemblance, c'est que le livre ne se cantonne pas à un genre précis, unique et classique, et fait éclater les bordures d'un seul genre littéraire. Peut-être que ce corps qui ne correspond pas à la norme sociale a besoin aussi de faire éclater les normes littéraires pour s'exprimer. Peut-être, et là, c'est une hypothèse vraiment pas réfléchie qui me vient spontanément en vous parlant, mais peut-être que pour exprimer justement ce rapport au corps, pour faire entrer le corps dans la littérature véritablement, parce que la littérature est bien souvent une affaire de tête, il faut aussi faire éclater les limites comme la peau et les limites entre les genres. Le 3e rapprochement que je fais entre les 2 autrices, c'est que les 2 autrices m'ont dit d'aller lire Annie Ernaux. Et là, c'est vraiment fascinant d'observer ça ensemble. Annie Ernaux a une écriture tout à fait dépouillée qu'elle dit souhaiter être sous la littérature pour essayer de rejoindre une trace presque sociologique du réel, sans tomber dans un lyrisme littéraire. Les 2 femmes ici ont fait quelque chose d'analogue, mais de manière complètement différente. Elles ont toutes 2 le projet de parler véritablement de leur vie à elles et de ne pas faire entrer la fiction, comme Annie Ernaux. Elles ont toutes 2 une certaine distance avec le vécu qui se manifeste, une par la ponctuation, par le regard de ces dessins d'il y a 20 ans et la réflexion, l'autre par le fragment. Donc, on découpe en petits morceaux et on analyse un peu à la loupe comme dans un microscope, mais les 2 finissent par porter un regard presque sociologique sur leur corps. Ici, le corps est beaucoup moins présent. Si on est davantage dans les relations sociales, les relations interpersonnelles, les relations familiales et les milieux sociaux, c'est très important. Ici, on a quelque chose de plus proche de soi, c'est-à-dire sous la peau, mais d'une part comme de l'autre, on est dans ce rapport sociologique presque littéraire sans être de la fiction au soi et essayer de décrire le soi, de rendre le soi dans une dimension sociale ou dans une dimension corporelle. Je pense qu'il y a beaucoup de points de rencontre donc entre ces 3 univers-là. Et je trouve que c'est pertinent d'y réfléchir ensemble, peut-être de les étudier ensemble. Si cette capsule vous donne des idées de doctorat, tant mieux. L'autre question qui est soulevée par ça, c'est la question du genre littéraire. Et là, je dois m'appuyer sur le fait que, Catherine Voyer-Léger a récemment publié une question à son groupe sur Facebook. Comment vous traduisez le terme anglais « creative non-fiction ». Les genres littéraires, les traditions littéraires, on a l'impression, quand on fait nos études littéraires, que c'est universel. Hein? En français, il y a 4 genres, essai, récit ou roman, théâtre et poésie. On a l'impression que c'est comme ça partout. Et non. La classification des œuvres en fonction des genres littéraires, mais ce sont des traditions qui sont propres à chaque nation ou groupe linguistique. Les classifications en allemand, c'est lyrique, épique, und Drama. Et épique, c'est le récit. Drama, c'est le théâtre. Lyrique, c'est la poésie. Donc, il y a plusieurs traditions. Et en anglais, il y a le très large genre non-fiction. Qu'est-ce que le non-fiction? Ce sont des œuvres qui ne sont pas sur la fiction, donc inclut le genre de la biographie. En français, la biographie est souvent considérée à cheval entre le récit, parce qu'en soi, elle a la forme d'un récit, et l'essai, parce que justement, ça n'est pas de la fiction. Mais qu'est-ce qu'on fait avec
ces récits de soi ou de son environnement qui sont des œuvres littéraires. Pourquoi je dis des œuvres littéraires ou pas? Pour moi, une œuvre littéraire, c'est une œuvre qui travaille le style. Donc, à partir du moment où la manière dont le texte est écrit est aussi importante que ce qui est dit, pour moi, ça fait partie de la littérature. C'est littéraire, c'est pas de la fiction, donc c'est pas des romans. Comment est-ce qu'on nomme ce genre? Et je m'en fous un peu des fois si ça rentre pas dans un genre. Les genres sont pas là pour dire si c'est littéraire ou pas, les genres sont là pour nous aider à analyser, comprendre, classifier le littéraire. Il y a depuis à peu près les années 80 ce qu'on appelle l'autofiction, mais l'autofiction se rapproche vraiment du roman et c'est une fiction de soi. Ce sont les œuvres où les auteurs essaient de brouiller la piste entre le personnage de fiction et le personnage historique biographique réel. Ici, ces trois univers, c'est pas de l'autofiction. Les trois autrices revendiquent clairement que le jeu de la narratrice, c'est le jeu de l'autrice. Et j'ai trouvé intéressant qu'à la question de Catherine, comment on traduit en français Creative Non-Fiction, il y a eu vraiment une grosse liste de réponses. Je me permets d'en voler un peu. Certaines personnes utilisent tout simplement Creative Non-Fiction. Un essai littéraire? Non, un essai littéraire, c'est souvent un essai qui a une forme littéraire et qui porte sur un sujet, bon, soit littéraire, soit social, mais c'est une réflexion essayistique. Et là, on remonte à la tradition très française de Montaigne. Une création non fictionnelle, on pourrait dire la littérature du réel, un essai lyrique, un essai personnel. Personnellement, je trouve qu'un essai, ça rend pas l'idée narrative. Un essai narratif, oui, peut-être un roman en vérité. Un récit, tout simplement. Peut-être que le terme récit pourrait désigner ces textes qui sont plus proches j'allais dire la vérité. On va pas commencer le débat de la vérité en littérature maintenant, mais de rejoindre le non-fictif, la personne historique de l'auteur. Des non-fictions romanesques, des écrits du soi. Moi, j'aime bien dire la littérature de l'intime. Pour moi, la littérature de l'intime dépasse quand même ça, engloberait peut-être aussi l'autofiction. Une non-fiction narrative. Donc, c'est quand même fascinant qu'on a ces autrices-là, ce courant, si on veut, du rapport à la littérature et notamment, dans le cas des deux autrices du Québec, du rapport au corps, qui est un peu du territoire pas vraiment cartographié encore, qui est encore ouvert. Peut-être que des littéraires ont commencé à nommer cela et à l'étudier. Je trouve que c'est fascinant comme champ d'ouverture et je vous recommande donc soit d'aller découvrir Annie Ernaux, d'aller voir les micro-récits de Prendre corps ou de vous confronter à la réalité d'être grosse. J'espère que vous avez aimé cette petite série de capsules. J'ai hâte de voir vos commentaires. Comment vous nommeriez-vous ces écrits de soi, ces récits de soi littéraires, mais non fictifs? Il commence à faire froid. Il est le temps que je rentre. Que j'aille faire les courses. Oh non, j'ai pas de masque. Faut que je remonte. Bonne lecture.